Nous étions en train d'écrire la méthode ajoute véhicule. Je disais, sans exception, il suffit juste d'aller à cette position, à cette voie et à cette position et ajouter le véhicule. Enlever le véhicule va consister à dire allons sur cette voie. OK. Et puis, à cette position, puisque pour enlever le véhicule, il suffit de mettre ça à nul. OK, ceci va enlever le véhicule. Mais avant de faire ça, nous devons nous rassurer, ajouter le véhicule, par exemple, écraser le véhicule. S'il y avait un véhicule à cette position, il va écraser ce véhicule. OK. Mais il se peut que cela lève une exception puisque vous risquez d'accéder à... Il se peut que le véhicule soit sorti de la route ou que cette position n'existe plus dans votre véhicule. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelques vérifications avant d'ajouter. On va dire si 10 points, si 10 points, si la voie est inférieure à la voie du véhicule ou la position de la longueur de notre route est inférieure à la position du véhicule, ça fait que le véhicule est en fait hors de... Le véhicule est hors de notre route. On ne peut donc pas l'ajouter sur cette autoroute. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lever une exception pour dire ce véhicule est hors de la route, par exemple. Okay, là, vous êtes en train de vouloir ajouter un véhicule dont sa voie est déjà supérieure à la voie, au nombre de voies de l'autoroute ou sa position est supérieure à la longueur de la route. Donc, ce véhicule est hors de la route, impossible de l'ajouter. Voici la première exception qu'on peut lever. La deuxième exception qu'on peut lever, c'est que si cette route est déjà occupée, c'est-à-dire que s'il existe déjà un véhicule à cette position, donc on va dire si existe véhicule, puisque nous avons déjà une méthode qui permet de vérifier l'existence d'un véhicule, si un véhicule existe déjà à cette voie, OK. Si un véhicule existe déjà à cette voie, si c'est différent de nul, nous allons lever une exception pour lui dire non, il existe déjà un véhicule. Cette voie, on va dire cette position est déjà occupée. OK. Donc, c'est en quelque sorte des... Voilà, donc s'il a passé ces deux conditions, il peut donc se positionner sur cette voie-là. Pour enlever un véhicule, nous allons dire on enlève le véhicule uniquement si le véhicule existe. En fait, on enlève le véhicule s'il n'est pas hors de la route. Donc, si le nombre de voies du véhicule est inférieur ou 10 points de longueur est inférieur à v.getPosition, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lever une expression pour dire le véhicule que tu souhaites enlever est en fait hors de la voie. Parce que vous voyez, si vous accédez directement, à la position X, Y, supposons que j'ai dit ma route, c'est de taille 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 voies et chaque voie a une longueur de 3, c'est-à-dire que ça peut contenir que 3 véhicules. Ce qui se passe, c'est si vous accédez directement à la position, par exemple 4, il va vous lever une exception pour dire vous voulez accéder à un tableau
la taille que vous avez fournie est supérieure à l'espace qui existe dans le tableau. C'est pourquoi je fais cette petite vérification avant d'ajouter ou avant de supprimer. Donc, pour enlever un véhicule, on va juste aller à cette position et on enlève le véhicule à cette position-là. OK? Donc, ça, c'était l'énoncé qui, à la fois, introduisait la question qui introduisait à la fois les exceptions. Donc, je lève une exception avec trop. Dans le prototype de ma méthode, je mets throws pour dire que cette méthode lève une exception. Et dans le code de ma méthode, il faudrait qu'il y ait une situation qui lève cette exception-là. Okay. Donc, ça ne sert à rien de mettre un throws dans la tête de votre fonction et dans le corps, on ne voit pas la situation qui pousse à lever cette exception. Pour le moment, j'ai utilisé la classe exception. Okay, c'est une classe qui existe en Java. Dans le cours de PE2, nous verrons plus tard comment vous pouvez créer vos propres exceptions. On pouvait créer nos propres exceptions, par exemple, véhicule exception. Et ici, on lève plutôt véhicule exception au lieu de lever juste exception de façon générale. Et si vous partez dans la classe exception, vous verrez que l'exception décrit la classe exception a une méthode, a un constructeur par défaut qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Okay? C'est pourquoi je peux très bien appeler ce constructeur en passant en paramètre la chaîne de caractères à afficher. Okay. Oh, j'étais plutôt... OK, bref, ici, exception est un constructeur, a un constructeur qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Et je montrais ce constructeur-là ici. Donc, dans la documentation Java, vous allez avoir la classe exception qui peut en paramètre une chaîne de caractères et c'est ce constructeur que j'ai appelé ici. Nous verrons dans le cours de PE2 comment créer nos propres exceptions. Ouais, là, j'ai enlevé véhicule, ajouté véhicule et écrit. Nous allons à la question 6 où on demande de faire le main. Okay. Je vais juste copier ceci afin de connaître quelles sont les instructions qu'on me demande pour le main. Vous voyez que l'énoncé n'est pas compliqué. Test. Ici, je vais mettre... Je vais donc créer mon main public static void main. Premier, on demande de créer l'autoroute A62. Je vais dire autoroute A62 est égal à new autoroute. Et on dit cette autoroute a 3 voies et 1000 cases. Okay? Donc voilà comment est-ce qu'on crée notre autoroute. Parce que nous avons dit ça prend en paramètre le nombre de voies et le nombre de cases. Créer un objet véhicule avec comme paramètre, je vais créer un véhicule V avec comme paramètre le nombre de voies, donc il sera à la voie 0, à la position 100, la vitesse limite c'est 0,5 et il sera à l'autoroute A62. Il sera à l'autoroute A62. On demande d'ajouter ces véhicules sur l'autoroute. Donc je vais dire A62. Point, ajouter véhicule. J'ajoute le véhicule. Je vais vous dire pourquoi est-ce que ça souligne. Ensuite, on demande d'enlever ce véhicule à 62. Point, enlever le véhicule. Maintenant, il souligne tout simplement parce que nous avons dit que ces deux méthodes lèvent des exceptions. Comme ces deux méthodes lèvent des exceptions, vous devez capturer ces exceptions-là. Okay, donc, les exceptions se gèrent de 3 façons. Premièrement, on définit on décrit que cette méthode lève une exception.
C'est-à-dire qu'on précise que la méthode lève une exception. Ensuite, dans le corps de la méthode, on écrit la situation qui lève l'exception. Et ensuite, quand on appelle la méthode, on capture l'exception. Vous voyez qu'ici, j'ai dit ajouter va lever une exception, mais je ne l'ai pas capturé. Pour capturer une exception, on met le code dans le bloc try and catch. Okay? Donc, dans try and catch, vous allez mettre try and catch. Vous allez catch l'exception que vous avez dit qu'il sera levé lors de l'appel de cette méthode-là. Donc, si j'avais dit ces deux méthodes vont lever, par exemple, une exception du type véhicule exception, dans mon try and catch, je vais capturer cette exception-là. Okay? Mais après avoir capturé, je peux faire un system.out.println. Je peux dire x.getMessage. X.getMessage va effectivement m'écrire le message que j'avais levé dans le code. Ouais. Ici, j'ai levé ce message. Donc, si cette erreur survient, l'appel de la fonction ajouter véhicule ou enlever véhicule vont lever les exceptions. Les appels vont lever les exceptions. Et je vais capturer ces exceptions avec try catch. Ensuite, je les imprime. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, on throws une exception et ensuite on throw l'exception. Ici, c'est lorsque l'exception est clairement définie. Et ensuite, dans le main, en fait, partout où vous appelez la méthode, vous devez capturer l'exception que vous avez dit qu'elle sera levée. Donc, j'introduis ça parce que dans le contenu du cours, il y a un petit aspect qui porte sur les exceptions. On demande d'écrire la méthode toString et la méthode avancée. La méthode toString doit afficher ce genre de message-là. Donc, nous allons aller sur véhicule et dire tout simplement override. toString doit retourner. OK, on nous demande de retourner véhicule, envoi. Donc, vous pouvez utiliser les concaténations. Donc, c'est pourquoi j'utilise monsieur, je ne vois plus rien. Je ne vois plus l'écran s'écaler. C'est bloqué sur le PDF. Oh, OK. Donc, j'ajoute toString. J'ajoute toString et dans toString, nous avons dit toString doit afficher véhicule à la position getVoix et à la distance getPosition. OK. Ceci permet d'ajouter. Bref, c'est le toString qu'on nous a demandé d'écrire. On a utilisé une chaîne de caractères pour la concaténation. Et la dernière question dit qu'il faut écrire la méthode avancée qui avance le véhicule suivant cette position-là. Donc ici, on demande d'écrire ce code qui permet d'avancer votre véhicule en se basant sur la vitesse. OK. Public void qui augmente la position de X de la voiture selon sa vitesse. Donc, s'il faut avancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la nouvelle position de X va être égale à l'ancienne position. Enfin, la nouvelle position du véhicule va être égale à l'ancienne position du véhicule plus sa vitesse. Là, ça avance, tout simplement. Donc, vous voyez que là, on a fini l'exercice.
avec explication à l'appui. Peut-être qu'est-ce qu'il faut faire. On peut essayer d'exécuter pour voir ce qu'il en a. Normalement, bon. Il n'y a pas d'erreur de code. Bon, bref, ça ne fait rien puisque nous n'avons pas fait le système.out.println. On peut décider d'afficher notre véhicule V ici. Okay. Voilà, vous voyez que votre véhicule est en position 0 et à la voie 0 et en position 100. Si on fait V.avance et on exécute, le véhicule qui était en position V0 va passer à la position 10,5 parce que nous avons dit que sa vitesse c'est 0,5. Okay. Si par contre sa vitesse est 100, avant il était à cette position après avoir avancé. Si on fait V.avancé, il va être à cette position-là. Maintenant, supposons qu'on demande de... Supposons qu'on demande au véhicule d'aller à la position 1000, n'est-ce pas? Il est à la position 1000, sachant qu'on n'a que 1000 cases, et on avance de 5, on va se retrouver à la position 110. Et lorsqu'il s'agira d'ajouter le véhicule à la position 110, vous conviendrez avec moi que normalement, on doit lever une exception pour dire que le véhicule est hors de la route. OK. Effectivement, vous voyez, la première fois qu'on affiche le véhicule, on nous dit que le véhicule est à la position 0 et 100 et 1000. Il avance 2 fois, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à la position 1010 sur la voie 1 ou bien la voie 0. Lorsqu'on essaie de faire un ajouter véhicule, il nous lève l'exception pour dire ce véhicule est hors de la route, il est hors de l'autoroute. On ne peut donc pas l'ajouter à cette position-là. Okay? On ne peut pas ajouter de véhicule à la position 1010 sur la voie 1. Okay? Par contre, supposons qu'on souhaite retirer le véhicule avant de l'ajouter. Est-ce que c'est... Bon, là, puisqu'on n'a pas levé une exception, ça ne va pas poser un problème. Si on s'était d'abord rassuré que le véhicule existe avant de le retirer, alors ça allait peut-être, on allait capturer l'exception. Mais regardez ici, on n'a pas géré le cas où le véhicule n'existe pas. Parce que si on souhaite retirer un véhicule et si le véhicule n'existe pas, tant mieux, on va toujours le mettre en nul. Si le véhicule existe, on met toujours en nul. Donc, se rassurer que le véhicule existe avant de l'enlever n'est pas vraiment assez important puisque qu'il existe ou qu'il n'existe pas, nous allons toujours mettre cette position à nul. On va toujours écraser ces véhicules avec nul. Donc, la seule exception qu'il faut capturer, c'est cette exception-là. Si vous ne la capturez pas, alors vous allez vous retrouver dans une situation où vous voulez écrire dans un tableau qui n'a pas cette position-là. Parce que votre tableau est de taille 1000 et vous voulez écrire à la position 1010. Ça ne marchera pas. Y a-t-il des questions? OK, on peut ajouter une autre méthode qui permet de savoir combien de véhicules existent sur notre autoroute. Donc, pour faire cela, il faut parcourir notre tableau à 2 dimensions. Parcourir le tableau à 2 dimensions, c'est vous allez déclarer vos deux itérateurs, en fait 2 compteurs for int i allant de 0 à la longueur à la première dimension, n'est-ce pas? Et ensuite, J va aller
Donc, I va parcourir les lignes et J va parcourir les colonnes. Les colonnes, c'était longueur. OK, J++. OK, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si je dis la route à la position IJ, cela me renvoie effectivement le véhicule qui se trouve à la position IJ. D'accord? Ça me renvoie le véhicule qui se trouve à la position IJ. On aura int compteur est initialisé à 0. Chaque fois qu'il existe un véhicule à la position IJ, donc if existe à la position IJ, chaque fois qu'il existe un véhicule à la position IJ, il faut incrémenter le compteur, plus. Et à la fin, je retourne mon compteur. Donc, ici, vous avez effectivement le nombre de... Ah, ça, c'est l'algo. C'est pourquoi... Vous avez un tableau à 2 dimensions. Vous parcourez votre premier bout parcourt les lignes et pour chaque ligne, vous appliquez une boucle qui va parcourir les colonnes de cette ligne-là. Et donc, en allant à la position IJ, je vais vérifier, puisque nous avons écrit une méthode qui vérifie si un véhicule existe à cette position et qui nous renvoie nul si le véhicule n'existe pas. Okay. Donc, du coup, en faisant NB véhicules, je peux connaître le nombre de véhicules qui existent sur l'autoroute. On peut tester cela en faisant system.out.println et on passe en paramètre autoroute. .NB véhicules. Voilà, là, ça nous renvoie le nombre de véhicules. Donc, il existe ce pourcent des véhicules, c'est-à-dire que ce pourcent D sera remplacé par le résultat de cette fonction-là. Donc, il existe un véhicule. Pourquoi? Parce que nous avons enlevé V ici. Donc, si je viens, je mets plutôt V à ce niveau, on va se retrouver avec 2 véhicules sur l'autoroute. Donc, c'est normal. Okay? Ici, le résultat, ça fait 2. Pour les listes set, map et iterator, en fait, les listes, c'est lorsque vous souhaitez définir des collections. Les sets également permettent de définir des collections, les maps, les collections. Iterator, c'est lorsque vous avez des collections, vous pouvez définir en quelque sorte un itérateur. C'est-à-dire que ça sera un objet qui vous permet de parcourir les éléments de votre collection. Le plus souvent, on utilise une boucle. Si vous avez vous rendu compte, dans notre exemple, on a utilisé la boucle pour parcourir notre tableau. Puisqu'on avait un tableau à 2 dimensions, nous avons utilisé 2 boucles pour. Okay? Pour les collections, il existe un itérateur qui vous permet de parcourir votre collection. Parce que les collections, c'est un peu comme des tableaux. C'est en fait des tableaux qui vont automatiquement augmenter de taille. Parce que regardez ici, la taille est fixe. Okay? Si plus tard, vous voulez changer la taille de votre tableau, vous êtes obligé de recréer votre tableau de thème. Si je veux augmenter la taille de mon tableau qui était défini sur 100, puisqu'on avait défini 3 voies et puis 1000, on est obligé de recréer notre tableau. Alors qu'avec les collections, vous n'avez pas besoin de redéfinir votre collection parce que la taille a augmenté.
il suffit juste d'ajouter les éléments. Au fur et à mesure que vous ajoutez les éléments, la taille de ce tableau est dynamique. Donc, les collections, c'est quoi? Ce sont des ensembles dynamiques. Okay? Une collection en Java, c'est un ensemble dynamique. Les tableaux sont des ensembles à taille fixe. Okay? Tandis que vos collections sont des ensembles à taille dynamique. Vous pouvez les augmenter. Et maintenant, ce que Java fait, c'est qu'il vous donne des méthodes qui sont beaucoup plus faciles, intéressantes d'utilisation, qui sont intuitives. Parce que pour les tableaux, vous accédez au tableau en utilisant les indices, c'est-à-dire qu'en faisant crochet, comme ça, OK, j'accède à l'indice I. Mais les collections, ils vont vous donner, par exemple, la méthode get, OK, la méthode get, par exemple, pour accéder à l'élément qui se trouve à la position I. Donc, au lieu d'avoir crochet I, vous allez plutôt avoir get à la position I pour vous renvoyer un élément qui se trouve à la position I. Pour utiliser crochet, je vais peut-être dire l'élément T à la position I. Puis je vais dire, il faut mettre, par exemple, 4. Les collections, la collection va vous donner une méthode, par exemple, T.7, okay, ou bien add, pour ajouter un élément dans votre tableau, dans votre collection. Et puisque il sera à taille dynamique, vous n'avez pas forcément besoin de préciser une position, mais il va ajouter à la fin. Okay? Si c'est une liste chaînée, il va ajouter à la fin de votre tableau. Si vous définissez plutôt un DQ, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des listes qui sont chaînées, les listes chaînées dont l'ajout se fait en début et puis où l'ajout se fait en fin de votre tableau. OK. La plupart de ces collections sont définies dans java.util. OK. Donc, si vous recherchez le paquet java.util, vous allez trouver la plupart de ces collections-là. Revenons un peu dans notre Eclipse. Voici que vous trouvez. J'espère que tout le monde voit mon écran qui présente les différentes collections qui existent. Donc, ce sont les collections et vous voyez que il y a plusieurs classes qui implémentent cette interface. Vous avez ArrayList, vous pouvez déclarer une ArrayList, vous pouvez déclarer un vecteur, vous avez les vecteurs ici, vous avez les link hash set, les link list, si vous voulez déclarer une liste chaînée. Regardez qu'il y a plusieurs définitions, mais si vous cliquez sur chaque classe, il va vous dire en quoi est-ce que cette classe est différente des autres classes. Si je clique peut-être sur ArrayList, vous allez voir que ArrayList, ceci vous permet de définir une liste, bien sûr. Il implémente toutes les actions de la liste. Mais regardez bien ici, il vous dit, il vous permet de manipuler des tableaux. Vous voyez, this class is roughly equivalent to vector. C'est-à-dire, on vous dit, cette classe est similaire à la classe vector, excepté qu'il est non synchronisé. Donc, vous avez la classe vector qui sera synchronisée, tandis que la classe ArrayList ne sera pas synchronisée. Ça veut dire que si vous avez plusieurs threads, si vous avez plusieurs threads, en fait, qui vont chercher à modifier votre tableau, vous devez utiliser vector pour être sûr que l'accès à cette liste-là sera synchronisé. Par contre, si vous avez juste un seul processus que vous souhaitez utiliser pour accéder à votre tableau, alors un ArrayList est suffisant, okay, pour gérer cela. Donc, à part ce détail, il a les mêmes méthodes que la classe vector. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter en précisant une position donnée. Vous avez la possibilité de nettoyer tous les éléments qui se trouvent dans cette collection en faisant juste point clair. Okay.
Et puis, list iterator, il vous renvoie un objet de type list iterator. Vous avez en fait iterator quelque part là. Yeah, ici. OK, celui-ci va vous renvoyer un itérateur et cet itérateur vous permet de parcourir votre collection. Je reprends en arrière. En plus de array list, vous pourrez avoir besoin de linked list si vous avez besoin d'un comportement de liste chaînée. De liste chaînée.